L'arrestation de l'auteur de la fusillade qui a fait 9 morts dans une église de la communauté noire à Charleston. Ce jeune blanc de 21 ans a été interpellé tout à l'heure lors d'un contrôle routier. On va y revenir dans une seconde. En Israël, le Premier ministre a demandé une enquête la plus rapide possible afin d'arrêter les auteurs de l'incendie criminel de l'église de la multiplication en Galilée. Des suspects ont été interrogés, mais pour l'instant relâchés sans aucune charge. Le gouvernement français vient de faire passer une nouvelle fois la loi Macron avec l'article 49.3 à l'Assemblée. Deuxième motion de censure rejetée. Une nouvelle tension au sein même de la majorité. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banoun. Bonsoir. L'homme qui a donc tué 9 personnes dans une église de la communauté noire de Charleston la nuit dernière a donc été arrêté tout à l'heure après une chasse à l'homme déclenchée la nuit dernière. Sa photo apparaît juste derrière moi. On va d'ailleurs retrouver tout de suite en direct de New York notre correspondant aux États-Unis, David Benaïm. Bonsoir David. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que l'on sait justement des circonstances de l'arrestation de ce suspect ? On sait que l'auteur de la fusillade vient d'être arrêté par le FBI à Shelby, en Caroline du Nord. C'est à plus de 3 heures en voiture du lieu de la tuerie. Il s'agit de Dylan Roof, 21 ans. On sait désormais que le suspect a été arrêté à une intersection au centre-ville, alors qu'il conduisait la voiture qui avait été identifiée plus tôt comme étant le véhicule de sa fuite. Il s'est rendu sans confronter les forces de l'ordre. Une arme de calibre 45 a été retrouvée dans la voiture. Il s'agirait de l'arme qu'il aurait reçue en cadeau de son père pour son 21e anniversaire. Ce matin, lors d'une conférence de presse, le chef de la police de Charleston a fait appel au public à travers les caméras et via Twitter en diffusant des images de vidéosurveillance du très jeune suspect. Et c'est un coup de fil d'un témoin qui a permis la localisation du suspect. Il est actuellement en garde à vue donc à Shelby et une investigation pour crime de haine et crime raciste a été déposée contre lui. Alors justement, crime raciste, ça suscite une vive émotion aux États-Unis. Barack Obama vient de s'exprimer. David, c'est une nouvelle fois la communauté noire qui est visée. Oui, c'est le cas en effet, mais on ne connaît pas encore très bien les circonstances ou les raisons qui ont motivé Dylan Roof. Un indice tout de même, une photo du suspect retrouvée sur sa page Facebook le présente avec une veste sur laquelle se trouve le drapeau de l'Afrique du Sud du temps de l'apartheid. Donc on peut présumer que son acte est motivé par la haine et la répression des Noirs. L'Amérique est vraiment sous choc, donc Barack Obama vient de s'exprimer il y a quelques minutes depuis la Maison-Blanche. Il vient d'adresser ses condoléances auprès des victimes de la tuerie et a mis en avant le fait que ce n'est pas la première fois qu'il a à s'adresser à la nation à la suite d'une tuerie de masse et que ce genre d'événement ne se produise qu'aux États-Unis et qu'il est temps de se regarder en face. Il sait que la question du port d'armes aux États-Unis ne sera pas résolue sous sa présidence, mais il veut tout de même relancer la conversation sur le sujet. Barack Obama a également précisé qu'il connaissait l'une des victimes, le pasteur de l'église, le révérend Pinckney, et a rappelé que l'église Emmanuel de Charleston est un lieu historique, symbole de la révolte des esclaves au XIXe siècle. Elle fut brûlée, détruite, reconstruite à plusieurs reprises et fut au cœur de la lutte pour les droits civils, pour les Noirs dans les années 60. Cette fusillade met donc en avant 2 mots qui hantent l'Amérique depuis des années, le racisme et la prolifération des armes à feu. Merci David Benaïm, donc correspondant d'I24 News en direct de New York. On va maintenant revenir en images sur ce qui s'est passé, donc l'arrestation tout à l'heure de ce suspect âgé de 21 ans et puis cette terrible fusillade hier soir dans cette église de la communauté noire de Charleston. Maxime Pérez. La cavale du tueur aura duré près d'une dizaine d'heures, malgré l'imposant dispositif mis en place pour le neutraliser. Après avoir diffusé ces 2 photos pour renforcer l'appel à témoins, le FBI l'a rapidement identifié. L'auteur présumé de la tuerie de Charleston se nomme Dylan Roof et serait âgé de 21 ans. Il a été appréhendé dans un barrage routier en Caroline du Nord. The FBI is now on the scene with local police. Le FBI est désormais associé à l'enquête avec la police locale et nos meilleurs agents ont également été mobilisés. Le procureur a donné l'ordre au FBI d'ouvrir une enquête criminelle. Le suspect est actuellement interrogé et nous mettons tout en œuvre pour que la justice puisse faire son travail. La fusillade s'est produite vers 21h locale dans l'une des plus vieilles églises de la communauté afro-américaine de Charleston, en Caroline du Sud. Comme chaque mercredi soir, une petite foule y réunie au sous-sol pour étudier la Bible. Un homme se joint aux fidèles sans éveiller leur attention, mais au bout d'une heure, il se lève brusquement et ouvre le feu sur l'Assemblée. Le carnage fait 9 morts. Parmi les victimes, le sénateur Clementa Pinckney, 42 ans, connu également pour officier comme pasteur dans l'église.
Au sein de la communauté afro-américaine de Charleston, c'est le choc et la consternation. Toute la nuit, des anonymes ont improvisé des prières en pleine rue. Ces gens étaient à l'église. Ils étaient à l'église et ils ont violé la sainteté de ce lieu. Les ramifications de cet acte vont bien au-delà de ce qui est arrivé cette nuit et c'est juste inacceptable. Les autorités dénoncent un crime raciste qui, s'il était confirmé, serait l'un des plus meurtriers de ces 25 dernières années aux États-Unis. La tuerie de Charleston a suscité de vives réactions, à commencer par Hillary Clinton et Jeb Bush, deux futurs candidats aux élections présidentielles de 2017. Ce nouveau drame intervient dans un climat de tension raciale à Charleston. En Israël, c'est une église connue pour être un haut lieu du christianisme qui a été la cible d'un incendie criminel la nuit dernière. L'église de la Multiplication, située en Galilée, a été presque entièrement détruite et des graffitis en hébreu ont été retrouvés sur place. Mais la police israélienne a finalement relâché tout à l'heure une quinzaine d'adolescents israéliens qu'elle avait interpellés. Julia Guénancia. Des murs noircis, des livres de prière éventrés, tout ou presque est calciné. L'incendie qui s'est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi dans cette église au nord du lac de Tibériade a provoqué de nombreux dégâts. Les bureaux et les entrepôts endommagés, la salle de prière noircie par la fumée et sur ce mur, un graffiti en hébreu, les fausses idoles seront brisées. Au milieu des décombres, le père Jonas témoigne. Tôt ce matin, vers 3h15, j'ai entendu un son très fort et je suis sorti de ma chambre et j'ai vu l'entrée du monastère brûlée. Ça sentait l'essence. Deux personnes qui se trouvaient dans le bâtiment au moment de l'incident ont été transférées à l'hôpital pour avoir inhalé de la fumée. Les pompiers se sont rapidement rendus sur les lieux et ont fini par maîtriser l'incendie en tout début de matinée. La police a arrêté 16 jeunes Israéliens originaires de Cisjordanie, tous connus des services de police, mais tous relâchés après interrogatoire. Nous voulons vivre ensemble et nous ne permettrons pas à un petit groupe de fanatiques de troubler cette vie pacifique entre les peuples de ce pays. Nous allons réparer l'endroit et nous allons même lui rendre une meilleure apparence. La blessure sera toujours là, ce qui est arrivé est une chose terrible pour nous, mais nous arriverons à la surmonter. L'église est un site de pèlerinage important des chrétiens en Israël, un lieu sacré pour des millions de chrétiens dans le monde. Selon la tradition chrétienne, c'est dans cette église que Jésus a accompli le miracle de la multiplication des pains et des poissons, grâce auquel il a nourri ses fidèles. C'est très triste car nous parlons maintenant d'un phénomène, nous parlons de dizaines d'incidents, d'attaques de lieux saints, et pas seulement chrétiens, qui ont eu lieu ces dernières années. Depuis des années, des jeunes proches des mouvements sionistes religieux se livrent en Israël et dans les territoires palestiniens à des agressions et des actes de vandalisme contre des Palestiniens, des Arabes israéliens, des lieux de culte musulmans et chrétiens ou même l'armée israélienne. Le site de Tabga avait déjà été visé en avril 2014, peu avant la visite du pape en Terre Sainte. Alors, Doron Ben Sapir, bonsoir. Cela suscite évidemment beaucoup de réactions jusqu'au plus haut niveau de l'État en Israël. Benjamin Netanyahou, bien évidemment, a pris la parole. Il a parlé d'une agression contre chacun d'entre nous, contre chaque Israélien. En fait, il a demandé à Yoram Cohen, le numéro 1 des services de sécurité intérieure, le Shin Bet, de mener l'enquête le plus rapidement possible. On sent chez les dirigeants israéliens, Jean-Charles, à la fois on sent qu'ils sont choqués tout simplement par ce qui s'est passé, mais aussi peut-être, et surtout pour certains d'entre eux, qu'ils sont inquiets. Inquiets pourquoi ? Inquiets parce que l'image d'Israël n'avait vraiment pas besoin de ça, alors que l'on parle de plus en plus de menaces de boycott et de pressions qui vont s'accentuer sur Israël et qui proviennent précisément du monde occidental, là où la culture chrétienne a encore une place importante. Et on a constaté déjà que des groupes de pèlerins qui ont envisagé de se rendre sur place envisagent en tout cas d'annuler leur visite. Donc bien évidemment, dans ce contexte géopolitique un peu compliqué pour Israël, eh bien, le pays n'avait vraiment pas besoin de ce genre d'agression, de ce genre d'actes de vandalisme. Alors, qui peuvent être justement les coupables, sachant que les adolescents interrogés cet après-midi ont pour l'instant été relâchés ? Manifestement, il n'avait rien à voir avec les faits qui leur
avait été reproché par les policiers, mais l'inscription qui a été retrouvée par les agents de sécurité sur l'édifice de l'église ne laisse que peu de place au doute. Elle a été inscrite en hébreu. Il s'agit d'une référence biblique contre l'idolâtrie. Par conséquent, eh bien, un doigt accusateur est porté vers les franges les plus radicales du mouvement des implantations israéliennes en Cisjordanie et vers les partisans de ce que l'on appelle en Israël le prix à payer. En fait, il s'agit en général d'actes de vandalisme commis contre des mosquées ou contre des villages palestiniens par des extrémistes, mais souvent c'est en réponse à, par exemple, des opérations de démantèlement de constructions érigées illégalement en Cisjordanie, dans ce que l'on appelle les colonies ou les implantations sauvages illégales. Pour se venger, ces jeunes extrémistes s'en prennent à des mosquées ou à des villages palestiniens. Mais là, on a affaire à quelque chose qui est presque hors sujet, hors du contexte en tout cas du conflit israélo-palestinien. On a affaire à un acte de haine anti-chrétien et là c'est une nouveauté, un précédent dangereux, un précédent inquiétant. Merci Dror Even Sapir. On est en ligne justement avec le frère Émile Choufani, curé à Nazareth, théologien. Bonsoir, merci d'être avec nous. Émile Choufani, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a derrière cet acte qui a visé cette église qui est un lieu très important pour le christianisme en Israël? Jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire qu'il y a quelque chose de très clair. Et tout cela, c'est des suppositions sur le passé, où il y avait des actions pareilles contre des églises ou contre des lieux saints ou contre des monastères. Et là, on ne voit pas du tout le pourquoi, parce que c'est une région qui se trouve en Israël. C'est un lieu où il y a beaucoup de pèlerins, beaucoup de touristes, et très calme. Et on ne voit pas du tout vraiment qu'est-ce que peut être dit sur cela. Est-ce que c'est une haine du monde chrétien? Est-ce que c'est une haine tout court? Est-ce que c'est... On ne sait pas. Merci pour cette réaction en direct, frère Émile Choufani. Je rappelle donc que vous êtes curé à Nazareth, cela s'est passé en Galilée. Dror Even Sapir, c'est vrai que le tourisme chrétien est très important en Israël, vous le disiez tout à l'heure, ça peut avoir effectivement un impact parce que évidemment la saison estivale arrive. Bien sûr, surtout dans cette région du nord du pays, autour du lac du Tibériade, où il y a véritablement un parcours pour les pèlerins chrétiens avec plusieurs lieux tout à fait prisés par des pèlerins qui viennent en fait du monde entier. Mais dans cette affaire, et je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, les services de sécurité israéliens vont vraiment devoir faire preuve d'une très grande efficacité, et on a pu reprocher à la justice israélienne d'avoir été un petit peu trop clémente avec les auteurs d'actes de vandalisme ou avec les auteurs présumés d'actes de vandalisme contre des mosquées ou des églises dans le passé. Là, les faits sont véritablement très graves. Ils étaient graves auparavant, hein. Les précédents le sont tout autant, mais l'accumulation de ce genre d'actes m'entraîne à dire que la justice israélienne se devra d'être exemplaire. Merci, Dror Even Sapir. En France, le gouvernement a donc fait adopter tout à l'heure pour la deuxième fois, la loi Macron, et ce grâce au fameux 49.3. C'était à l'Assemblée nationale. La motion de censure déposée par l'opposition, Léa Berdugo, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Cette motion vient d'être rejetée. Oui, sans surprise, elle a été rejetée, même si certains députés Front de Gauche l'ont votée, parce que c'était la seule manière, selon eux, de s'opposer au texte. Alors cet après-midi, l'hémicycle était vide quasiment au quart cinquième. Pourquoi? Eh bien, parce que seules les voix favorables à la motion de censure comptent. Résultat, les députés socialistes n'avaient pas besoin d'être présents dans l'Assemblée nationale. Alors, le premier à être monté à la tribune aujourd'hui, c'est Christian Jacob, le chef du groupe des Républicains à l'Assemblée nationale. Et comme d'habitude, le discours a été virulent. Il a tout simplement accusé Manuel Valls de violer la Constitution. Vous n'avez plus les moyens de gouverner, c'est ça la réalité. On se souviendra de vous ici comme le Premier ministre qui a humilié et trahi sa majorité, qui a violenté le Parlement et notre Constitution pour un tout petit dessein, se maintenir coûte que coûte à Matignon. Votera avec
Alors, on vient de voir Manuel Valls à l'écran, justement, c'est lui ensuite qui a répondu. Alors oui, pour lui, la loi Macron est un symbole qui ancre définitivement la France dans la réforme. Manuel Valls a été interpellé de nombreuses fois par des députés de droite qui l'ont interrompu lors de son discours, mais sa cible à lui était différente. Il s'en est pris aux députés du Front de gauche, donc qui ont voté cette motion de censure. Il les a accusés de se tromper de camp et d'être du côté des conservateurs. Il a défendu coûte que coûte une loi de gauche et de progrès. Alors, cette loi n'est pas encore, en tout cas, prête d'entrer en vigueur. Il y a encore des obstacles à franchir. Exactement. Alors, le projet de loi a donc été adopté en nouvelle lecture aujourd'hui, c'est fait. Il va ensuite repartir au Sénat une dernière fois à partir du 29 juin. L'adoption définitive devrait intervenir avant le 14 juillet, selon les vœux de François Hollande. Merci Léa Berdugo. Le pape François a lui lancé un appel en faveur de la protection de l'environnement. Dans une encyclique de près de 200 pages diffusée aujourd'hui, le pape demande à la communauté internationale de parvenir enfin à un accord pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Myri Maman. C'est la première encyclique de l'histoire consacrée à la question de l'environnement. Et elle est entièrement signée de la main du pape François, ce qui donne un poids important au texte. C'est le leader d'une église qui compte 1,2 milliard de fidèles, mais aussi quelqu'un qui a gagné beaucoup d'influence politique. Il parle en tant que chef religieux, mais il parle aussi en tant que diplomate avec une certaine influence dans les couloirs du pouvoir. Dans ce texte de 192 pages présenté jeudi, le pape s'adresse d'abord à tous les catholiques, mais pas seulement. Le souverain pontife le veut universel avec un message, défendre la maison commune, c'est-à-dire la planète. Il y a dans ces pages matière à penser pour tous, pour les scientifiques, les économistes, les sociologues. Cela va bien au-delà des fidèles de l'Église. Le pape François prône la réduction des gaz à effet de serre et la répartition des richesses. Dans l'encyclique, le souverain pontife s'en prend aux climato-sceptiques ainsi qu'au pouvoir de la finance et aux sociétés de consommation. Une prise de position qui suscite beaucoup d'irritation au sein des milieux libéraux. Je ne prends pas conseil sur la politique économique auprès de mes évêques, de mes cardinaux ou de mon pape. Avant de le juger, j'aimerais entendre ce qu'il a à dire sur le changement climatique et sur les plus vastes questions qui s'y rapportent. Mais je pense que la religion est supposée faire de nous des gens meilleurs et non intervenir dans le domaine politique. Laudato Si, c'est le nom de cette encyclique consacrée à l'écologie, a été publiée à un moment crucial, 6 mois avant la conférence sur le climat qui doit se tenir à Paris en décembre prochain. Alors, c'est un événement que de voir le pape s'attaquer à l'environnement de manière aussi franche. Il a même parlé de conversion à l'écologie. On va en parler justement avec Nadia Ellis. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes chercheuse à l'université de Tel Aviv, spécialiste dans l'analyse du discours. C'est vrai que c'est un vrai appel que lance le pape justement à ses fidèles. Bien sûr. Alors, une encyclique déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment une lettre ouverte en fait que le pape écrit et lance à son public. Et sur un sujet évidemment qui n'a pas été abordé avant, et c'est très important. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir comment un pape s'y prend par rapport à un sujet qui ne fait pas partie de la religion chrétienne ou catholique en général, mais qui fait pas partie en gros de la tradition judéo-chrétienne en général. C'est la religion chrétienne comme la religion juive met l'homme à la tête de la nature, à la tête de la chaîne alimentaire, à la tête en fait de tout ce qui se passe dans le monde. Dieu quelque part donne le monde donc à l'homme pour qu'il en fasse bon usage, mais évidemment au moment où ces textes ont été écrits, on s'imaginait pas que le jour arriverait où l'homme était en train vraiment, l'homme serait en train de détruire cette même planète. Donc cette encyclique qui fait partie vraiment de la mission d'enseignement du pape essaye de convaincre, donc de persuader, c'est un effort de persuasion ouvert de son public à faire attention à ce qui se passe. Alors ce qui est intéressant, c'est justement que la religion prête beaucoup d'attention au rapport entre les humains, parce que c'est entre les humains qu'il y avait des problèmes au moment où donc, ces textes ont été écrits et qu'il fallait éduquer l'homme à prendre soin l'un de l'autre. Et la religion chrétienne, évidemment, est arrivée à l'apogée de cette philosophie. Alors, toute cette encyclique, j'en ai lu de nombreuses parties. Ça fait 200 pages, il faut préciser. Exactement, ça fait 200 pages. Ouais. J'en ai lu à peu près 60 aujourd'hui, en italien, évidemment, puisque c'est la langue dans laquelle c'est sorti.
tout au long de cette lettre, le pape fait une personnification de la nature. C'est-à-dire qu'il emploie des verbes qui sont des verbes très humains. La terre pleure, les arbres gémissent, la nature murmure. Donc c'est toujours une personnification de la terre, de la nature, des arbres, de tout ce qui est élément naturel qu'il faut préserver. Parce que vraisemblablement, il faut essayer de ramener donc, tous les concepts qui sont dans la religion vis-à-vis de l'homme, donc la protection réciproque de l'homme, il faut maintenant les amener vers la nature. Et donc il faut personnifier la nature pour pouvoir quelque part avoir de l'empathie vis-à-vis de la nature comme on l'a vis-à-vis de l'homme dans la religion chrétienne et pouvoir de cette manière prendre soin. Alors il s'en prend quand même, il y a des critiques qui sont dirigées vers ceux qui gouvernent parce qu'ils leur demandent maintenant de prendre leurs responsabilités parce qu'ils ont une dette justement à cause de cette protection de l'environnement. Oui, bon alors effectivement je crois qu'un peu tout le monde s'y prend aux grands, aux puissants de la planète. On essaye de leur dire qu'il faut prendre leurs responsabilités. C'est un peu plus compliqué quand c'est quelqu'un qui vient du monde religieux, de s'adresser à un monde qui est absolument en dehors de tout ce qui est religieux. En tout cas, c'est censé l'être. Les puissances occidentales aujourd'hui ne sont plus guidées par les principes de la religion. Donc, ce qu'on appelle l'argument d'autorité, c'est-à-dire c'est Dieu qui commande, c'est moi qui dis, les grandes autorités qui commandent un nouvel ordre par rapport à la nature, ça va pas marcher. Et c'est pour ça en fait qu'il prend ce côté plus humain, même s'il critique ouvertement effectivement les puissants, il n'est pas en position de pouvoir dire comme c'est moi qui vous dis qu'il faut changer les choses, eh bien il va falloir que vous le fassiez à partir de maintenant. On n'est plus dans ce genre d'ordre politique où le pape peut se permettre de effectivement donner des ordres aux hommes puissants. Et donc il faut vraiment prendre une autre stratégie. Et c'est une stratégie rhétorique en fait qui est très bien jouée. La lettre est très lisible avec un langage très simple et très facile à lire. Mais encore une fois, il va falloir voir si ça marche. Cet effort de persuasion ouvert, est-ce qu'il va marcher, oui ou non? Voilà, on verra d'ailleurs, puisqu'il y a une conférence très importante sur le climat qui se tiendra à Paris en fin d'année. Peut-être une première application pour cette encyclique. Merci Nadia Ellis, chercheuse donc à l'université de Tel Aviv. Au Danemark, élection législative à l'issue incertaine aujourd'hui, au moment où l'Europe cherche en effet un moyen de répartir la charge de l'accueil des migrants. C'est l'immigration qui sera justement le critère de choix des électeurs danois, après avoir été un thème récurrent de campagne. Léa Verdugout. La campagne a été courte et précipitée et les élections suscitent toujours de l'enthousiasme chez les Danois. C'est important pour moi de voter parce que je pense que c'est important de donner mon opinion et c'est pour moi une façon de montrer mon influence dans la vie politique au Danemark. Depuis l'annonce des élections le 27 mai dernier, aucun parti ne dominait dans les sondages. Toutefois, c'est tout sourire que la première ministre sortante s'est présentée à son bureau de vote, car au cours des dernières semaines, Helle Thorning-Schmidt a réussi une remontée fulgurante dans l'opinion, notamment grâce à la reprise économique. Son rival, l'ancien Premier ministre de droite, Lars Løkke Rasmussen, revendique, lui, la paternité de la relance. Au cœur des débats donc, l'économie, mais également l'immigration. Le Parti social-démocrate de gauche s'est illustré par une campagne plutôt dure sur le sujet. Par exemple, un de leurs slogans revendiquait des règles d'asile plus strictes et plus d'exigences pour les immigrés. L'immigration, c'est le sujet fétiche du Parti populaire danois. DF est crédité d'environ 18% des suffrages. Entre 2001 et 2011, cette formation avait monnayé son soutien au gouvernement de droite en échange de mesures strictes en matière d'immigration. Si Rasmussen arrive en tête, il devrait chercher à s'assurer du soutien de ce parti. 179 députés doivent être élus par les Danois. La participation électorale est traditionnellement élevée. Lors des dernières élections, près de 88% des électeurs avaient voté. Une opération de police d'ampleur inédite entre l'Europe et l'Amérique du Nord a permis de saisir plus de 20 millions de faux médicaments. Selon Interpol, des sites internet diffusant des publicités mensongères pour vendre ces produits ont également été fermés et puis plusieurs arrestations également. Ce soir à Luxembourg sont réunis les dirigeants européens pour évoquer une nouvelle fois le problème de la dette grecque. Cette fois, il s'agit de parvenir à un accord car théoriquement la date limite expire ce soir à minuit, mais rien n'est moins sûr. Myriam Aman. Cette fois, Athènes n'a plus le choix. Le 30 juin, elle devra régler sa dette au Fonds monétaire international.
L'échéance, c'est le 30 juin. C'est le jour où la dette doit être réglée au FMI et il n'y a aucune période de grâce ou un délai de 2 mois comme j'ai pu l'entendre. Le 1er juillet, le paiement doit être effectué. La note s'élève à 1,5 milliard d'euros et sans un accord avec ses créanciers sur les réformes à mener, Athènes n'a aucune chance de pouvoir payer. Les ministres des Finances de la zone euro sont réunis jeudi à Luxembourg et la crise de la dette grecque domine évidemment la réunion. Athènes doit y présenter de nouvelles propositions afin de convaincre le déblocage d'une enveloppe à hauteur de 7,2 milliards d'euros. Aujourd'hui, nous allons présenter les idées du gouvernement grec dans cette lignée. Le plan est de remplacer un désaccord qui coûte cher avec un consensus efficace. Ce n'est pas l'optimisme qui domine pour cette nouvelle réunion. Le président de l'Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem, n'a affiché que peu d'espoir de parvenir à un accord. Les pronostics ne sont pas très positifs. Je n'ai pas beaucoup d'espoir. Les options sont là, nous allons les étudier, mais le temps nous est compté. La chancelière allemande Angela Merkel, elle, veut encore y croire. Je reste persuadée que quand on veut, on peut. Et si les responsables grecs ont cette volonté, un accord reste possible entre la Grèce et les 3 institutions. À Athènes, les concessions faites aux créanciers sont perçues comme autant de recul de la démocratie. Les Grecs, lassés de l'austérité, sont sortis manifester leur ras-le-bol et leur soutien au gouvernement. Mais la Grèce pourrait être obligée de signer cet accord sous peine de devoir quitter la zone euro. Il sera ce soir l'invité de l'émission Tout est politique, juste après le grand direct, le philosophe et académicien Alain Finkielkraut. Voici d'ailleurs un extrait de l'émission où il répond à la proposition du recteur de la mosquée de Paris qui a fait beaucoup parler, Dalil Boubaker, qui souhaite transformer des églises abandonnées en mosquées. Réponse de Finkielkraut. J'ai été ahuri par cette proposition. J'ai été étonné que ce soit Dalil Boubaker qui la fasse. Ça pouvait venir d'un représentant de l'UOIF, des frères musulmans ou des salafistes, mais de la part du recteur de la mosquée de Paris, qui est un homme modéré. Et président du Conseil français du culte musulman. C'était très surprenant et très inquiétant. Pourquoi inquiétant? C'est inquiétant parce que, si vous voulez, ça donne crédit à ceux qui pensent que nous vivons aujourd'hui une grande mutation et que la France va se transformer dans son être le plus profond. Les églises... C'est-à-dire transformer en quoi la France? C'est-à-dire que la France... Menacée? La France est un pays qui a été façonné par le catholicisme. La France est un pays, en effet, il y a une église, il y a des églises dans chaque village. Qu'elles soient désaffectées ou inoccupées n'y change rien. Mais pas la transformer en culte musulman? La transformer en mosquée, c'est vraiment dire, voilà, le catholicisme se retire petit à petit. Et l'islam prend la place. C'est donner l'image d'une véritable substitution culturelle. Voilà, Tout est politique, présenté par Elisabeth Assayag. C'est à voir juste après donc, le grand direct tout à l'heure avec Alain Finkielkraut. On va se retrouver dans un instant, nous, pour évoquer la situation des réfugiés palestiniens. Car samedi, ce sera la journée mondiale des réfugiés. Ils sont plus de 60 millions dans le monde à être considérés comme réfugiés ou déplacés en raison de guerre ou de persécution. Mais on vous parlera d'un exemple bien particulier à Jérusalem dans un instant. À tout de suite. Arrestation de l'auteur de la fusillade qui a fait 9 morts dans une église de la communauté noire à Charleston. Ce jeune blanc de 21 ans a été interpellé lors d'un contrôle routier tout à l'heure en Caroline du Nord. En Israël, le Premier ministre a demandé une enquête la plus rapide possible pour faire arrêter les auteurs de l'incendie criminel de l'église de la multiplication en Galilée. Des suspects interrogés cet après-midi ont été relâchés sans charge. Le gouvernement français a fait passer une nouvelle fois la loi Macron avec l'article 49.3 à l'Assemblée. Deuxième motion de censure également rejetée et nouvelle tension au sein de la majorité de gauche. «
60 millions de personnes réfugiées ou déplacées dans le monde fin 2014. C'est un chiffre sans précédent lié aux multiples conflits et persécutions à travers la planète et diffusé à l'occasion de la journée des réfugiés qui est prévue ce samedi. Situation unique justement pour illustrer un exemple à Jérusalem où se trouve un camp de réfugiés palestiniens dont ni l'autorité palestinienne ni Israël ne semblent se préoccuper. Reportage à Chouafat, Mathias Inbar. Poubelles qui jonchent par dizaines à même le sol, routes cabossées, fils d'électricité installés de façon anarchique. Bienvenue au camp de réfugiés de Chouafat. Le seul camp de réfugiés à l'intérieur du terrain domanial de Jérusalem est donc israélien. Le camp a été créé en 1965 par les Jordaniens, à l'origine prévu pour désengorger la vieille ville de Jérusalem. Mais 2 ans plus tard, la guerre des 6 jours éclate et Israël annexe la partie est de la capitale. De 1500 personnes en 1965, le camp de Chouafat en compte aujourd'hui près de 40 000. On vit ici comme des animaux, pas comme des êtres humains. Les poubelles ne sont pas ramassées, il y a des problèmes d'eau, sans parler de l'odeur pestilentielle due au fait qu'on brûle les déchets du matin jusqu'au soir. Pauvreté économique et sociale, pauvreté éducative et aussi délinquance omniprésente. La situation est difficile ici. Il y a beaucoup d'armes et de drogues en circulation. Des motards peuvent subitement ouvrir le feu en plein jour. Il y a aussi des disputes pour des questions de drogue qui peuvent se terminer en meurtre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui contrôle le camp, ni les Israéliens, ni les Palestiniens. Si les habitants pointent la responsabilité d'Israël, ils n'oublient pas non plus de critiquer le manque de considération des leaders palestiniens. Je suis ni israélien ni palestinien, comme si j'étais apatride. Si je vais chez les Israéliens, je dois payer mes charges, ok c'est normal. Mais si je vais chez les Palestiniens, je vais toucher 50 shekels de la journée. Je nourris comment mes enfants? J'en ai 3. Ça sert à rien que je travaille chez les Palestiniens. Croix gammée sur le mur de séparation, insulte à l'égard d'Israël et gloire au Hamas en hébreu et en arabe. Inutile de préciser qu'ici, au camp de réfugiés de Chouafat, la lutte contre Israël est au plus fort. Les portraits des récents auteurs d'attentats originaires des lieux sont affichés librement. Le problème est pourtant presque insoluble pour certains. Quand on me parle de 2 États pour 2 peuples, je ne comprends pas. Ouvrons simplement les cartes. Où ça? Où sont les frontières de ces 2 États? Soyons logiques. Si on me demande de choisir entre Israël et un État palestinien, je choisis Jérusalem, la ville où je suis né. Toute la complexité de ce camp de Chouafat, il se situe à quelques centaines de mètres de Jérusalem. Tant pour les Israéliens que pour les Palestiniens, les habitants ici sont toujours des réfugiés. Voilà, situation complexe donc de ces camps de réfugiés palestiniens. Il y a celui de Jérusalem, mais il y en a d'autres en Cisjordanie. On va en parler avec vous, Amir Badran. Bonsoir. Vous êtes avocat à Yafo. Bonsoir, Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Alors, il faut expliquer quel est le statut justement et l'origine de ces camps de réfugiés qui perdurent aujourd'hui, réfugiés palestiniens. Il faut bien comprendre, on a parlé de la journée des réfugiés, vous avez parlé de 60 millions de réfugiés dans le monde. Mais il faut bien comprendre qu'il y a, sur la question des réfugiés, il y a un double standard, 2 statuts à l'ONU. Il y a le Haut Commissariat des réfugiés qui est responsable pour tous les réfugiés au monde et qui définit les réfugiés comme des gens qui ont été exclus de leur pays. Et il y a l'UNRWA, qui est une agence spéciale qui n'existe que pour les réfugiés arabes palestiniens du conflit de 1948, qui, lui, définit les réfugiés comme leurs descendants également. Et par conséquent, le nombre de réfugiés dans le monde a décru en fait depuis 1947, alors que celui des réfugiés palestiniens ne fait qu'augmenter. En ce qui concerne les camps de réfugiés, après la guerre entre Israël et le monde arabe en 1948, il y a eu un double problème de réfugiés judéo-arabes, de la même manière qu'il y a eu un double problème de réfugiés après la partition de l'Inde et du Pakistan. À l'époque, plus de 15 millions entre les 2 pays. Il y a eu à peu près entre 600 000 et 700 000 réfugiés arabes et près de 900 000 réfugiés juifs exclus du monde arabo-musulman. Le monde arabe a utilisé les réfugiés arabes de 1948 comme une carte, comme des otages en fait. Il les a laissés, ça fait plus de 3 générations qu'il les laisse dans des camps, qui sont exclus de toutes les professions au Liban, qui ne sont pas représentés dans les parlements en Syrie, qu'en Jordanie, alors qu'ils représentent 80% de la population, ils représentent moins de 10% des députés. Ils sont maintenus dans des camps cyniquement. On leur fait croire qu'ils reviennent, quand leurs descendants, la 3e génération, deviendront des citoyens israéliens. Ils sont les victimes cyniques de la politique du monde arabe, et en particulier
de l'autorité palestinienne qui a été formée, constituée en 1994 et qui, au lieu de changer les camps de réfugiés et de les intégrer, d'en faire des villes et des villages, les maintient. L'autorité palestinienne maintient des camps de réfugiés depuis 20 ans. Il y a là un usage cynique de cette tragédie humanitaire et il est temps que le monde s'occupe de ce problème, en particulier en mettant fin à ce double standard de l'UNRWA et du Haut-Commissariat, en faisant que le Haut-Commissariat soit responsable de tous les réfugiés et en démantelant l'UNRWA et en faisant que les réfugiés palestiniens soient intégrés comme le reste des réfugiés au monde. Amir Badran, sur ce problème des réfugiés. Oui, en écoutant votre invité, on dirait qu'Israël a nié pour rien. Alors parlons-en un peu de la situation pour mettre les choses un peu en ordre. Alors formellement, le camp, il fait partie du territoire dont est responsable la municipalité de Jérusalem. Donc là, on parle de Chouafat qu'on vient de voir. Hein. Voilà, exactement, on parle de Chouafat. Pour nous situer, on est en train de parler d'un quartier palestinien arabe à l'est de Jérusalem. Et en fait, on est en train de parler de 3 kilomètres, pas plus, loin de l'ancienne ville de Jérusalem. Donc cela, juste pour situer l'endroit, quand on parle de la responsabilité, l'État d'Israël, la municipalité d'Israël de Jérusalem en prend charge, soi-disant, elle est chargée et responsable pour ces habitants-là. Ces habitants-là, en fait, sont reconnus non pas comme des citoyens israéliens, mais ils ont la reconnaissance d'une résidence permanente et ils n'ont pas le droit à la citoyenneté, donc ils n'ont pas de passeport. Donc là, ceci nous prend à un autre problème au statut juridique de ces gens-là. Et par rapport à ce que vient de nous expliquer votre invité, c'est qu'en fait, au lieu que leur nombre diminue, leur nombre s'accroît. Alors moi, je veux vous révéler quelque chose qui a été révélé par le journal Haaretz, un grand journal avec tendance de gauche ici en Israël, qui a révélé un document officiel publié et qui montre une directive qui a été employée pendant 1967 jusqu'à 1994. Ce sont les dates que votre invité vient de suggérer. Donc, en fait, presque 30 ans. Et dans ces 30 ans écoulés, en fait, l'État d'Israël a travaillé systématiquement pour annuler le statut des résidents israéliens palestiniens. C'est-à-dire, par exemple, si un Palestinien qui vivant soit en Cisjordanie, soit à Jérusalem-Est, partait pour aller faire des études et s'il ne revenait pas avant qu'il y a 3 ans qui sont écoulés, en fait, il était plus en droit de rentrer chez lui. Donc là, on lui a enlevé sa carte de résidence, il a été plus en droit de le faire. Donc pendant ces années-là, il y a eu 140 000 Palestiniens que l'État d'Israël a annulé leur citoyenneté. Et leur résidence, pardon, et en fait, de ce fait, ils se sont devenus apatrides, tel qu'on l'a vu dans votre reportage. En fait, ces gens-là, ils savent pas ce qu'ils font ou où ils sont. C'est-à-dire que quand on parle des autres problèmes qu'ils envisagent, des problèmes du quotidien, du jour au jour, on parle de conditions de vie. On l'a vu dans le reportage, les infrastructures, les routes, les trottoirs, les systèmes sanitaires, les égouts, les poubelles, l'électricité, l'eau. On a vu, ils souffrent d'une négligence totale. Alors, où est le problème ? Mais pourquoi est-ce qu'on les considère comme des réfugiés alors que ce n'est pas le cas d'autres habitants arabes de Jérusalem-Est ? C'est ça le problème aussi qu'il faut éclaircir ce soir. Pourquoi est-ce qu'eux sont des réfugiés et pas d'autres habitants ? C'est justement, d'abord, il faut préciser une chose, c'est que les habitants de Jérusalem-Est, depuis 1967, ont le statut de résident et ont, contrairement à ce que vous avez dit, la possibilité, comme beaucoup l'ont fait, de demander et d'obtenir la citoyenneté israélienne. Maintenant, je vous rappelle que la population arabe de Judée-Samarie et Cisjordanie a augmenté depuis 1967. Donc cela est en contradiction avec ce que vous venez de décrire. Une grande partie des résidents arabes de Cisjordanie, de Judée-Samarie, ont la citoyenneté jordanienne. Toutes ne l'ont pas eu lorsque ce territoire était contrôlé ou occupé par la Jordanie entre 1949 et 1967. Ils étaient, pour beaucoup, citoyens jordaniens. Et comme je l'ai dit, la plupart des résidents de Jordanie aujourd'hui sont palestiniens, entre 70 et 80%. Maintenant, le fond du problème, c'est quoi ? C'est qu'on peut parler effectivement des responsabilités historiques, on peut mener un débat sans cesse
sur je suis prêt à le faire si vous le voulez, mais on n'en a pas le temps. Mais la question est de savoir aujourd'hui, on parle aujourd'hui du quotidien, et dans le quotidien justement, le problème est un problème large, moyen-oriental, dans la mesure où les réfugiés arabes palestiniens de 1948, comme je l'ai dit, sont maintenus cyniquement dans des camps, dans les pays arabes de la région, qui au lieu de les intégrer, alors qu'il n'y avait aucune raison de ne pas les intégrer, il n'y a aucune différence ethnique, religieuse, culturelle. Or, ils sont maintenus dans des camps, cyniquement, et ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas l'accès à la plupart des professions, aux droits civiques de base, que ce soit en Jordanie, que ce soit en Syrie, que ce soit en Liban, et que ce soit dans l'autorité palestinienne. Il faut bien comprendre que l'autorité palestinienne, au lieu de démanteler les camps de réfugiés pour intégrer cette population, ce qui aurait dû être la première chose à faire, les maintient également, que Mahmoud Abbas continue de parler de ce soi-disant droit au retour en leur disant « vous reviendrez, vos enfants, vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants iront à Jaffa, où nous sommes actuellement, à Beersheva, à Haïfa, et à chaque fois que l'on négocie pour un accord de paix, Mahmoud Abbas dit « ah non, moi je ne peux pas annuler le soi-disant droit au retour de 5 millions de réfugiés palestiniens, comment voulez-vous arriver à un accord ?» Donc là, je pense que cet événement dont nous avons parlé aujourd'hui est l'occasion effectivement de mettre le problème sur la table et de dire que c'est la responsabilité de tout le monde, d'Israël, de l'autorité palestinienne et de la communauté internationale, une fois pour toutes, de résoudre ce problème et de cesser cet usage cynique et cruel de la question des réfugiés par les dirigeants arabes et en particulier par l'autorité palestinienne. Mais pourquoi vous ne parlez pas en fait de ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans ces camps de réfugiés alors que vous montrez le doigt la responsabilité de l'autorité palestinienne? Alors moi je voudrais vous répondre là-dessus. Alors concernant l'éducation, on a commencé par parler sur les infrastructures, c'était grave tellement qu'on est en train de parler d'un vrai danger. L'éducation, que ce soit à la crèche, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les lycées, il y a un délaissement total de la part d'Israël. On la néglige complètement, on s'en fout de ce qui est en train de se passer là-bas. En 2010, je parle toujours de Shoafat. On parle toujours de Shoafat. En 2010, donc là, par rapport concernant l'autorité palestinienne et ce qu'elle est en train de faire pour ces camps de réfugiés, alors que il y a 15 écoles qui ont été rénovées, financées entièrement par l'autorité palestinienne, et par des milliers d'euros. Et lorsque l'autorité palestinienne a voulu inaugurer ces écoles, elles n'ont pas été laissées par des décrets et des arrêts qui ont été sortis par le ministre de Sécurité israélien, disant bloquant tous ces pas. Il s'agit d'une grande... Pour quelle raison ? Parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait une autorité palestinienne, et aucune prérogative sur ces endroits-là, alors qu'Israël n'est pas intéressé à en mettre un sou et n'est pas intéressé de prendre en charge ces endroits. Une fois de plus, on est en train de parler d'une grande prison du camp de réfugiés. Pourquoi est-ce qu'on est en train de parler d'une grande prison? Parce qu'en fait, le Shoafat, c'est un quartier, mais pas tout le quartier est entouré par une muraille. Il n'y a que le camp de Shoafat qui est en fait à l'extérieur de la muraille qui a été construite par les Israéliens. C'est-à-dire que alors que ce territoire est sous responsabilité israélienne de la municipalité de Jérusalem, en fait, il est à l'extérieur de la muraille et on s'en fout complètement de ce qui est en train de se passer là-bas. Une chose de plus, il y a des arrêts et des décrets de la part du préfet et du maire de Jérusalem avec des destructions de maisons des Palestiniens vivant dans ces territoires qui ne cessent d'augmenter tous les ans. Tout ça compris, d'abord, il n'y a pas de préfet à Jérusalem. Il n'y a pas de préfet à Jérusalem. Il y a un maire à Jérusalem. On parle de maire. Et les décisions sont décidées de la Cour de justice. Lorsqu'il y a une violation du droit, administratifs, ça bien entendu, n'a rien à voir avec la Cour. Lorsqu'il y a une violation de la construction à Jérusalem, il y a également des destructions de maisons juives. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, la situation de ces réfugiés va de mal en pire, alors que la responsabilité est la responsabilité israélienne, et lorsque les Israéliens ne prennent pas la responsabilité, quand les autorités palestiniennes essayent d'en faire quelque chose, là, ils sont bloqués au nom de la sécurité israélienne. Et ça, c'est très grave. Je précise tout de même que les écoles dont vous parlez, lorsque effectivement l'autorité palestinienne tente de construire dans des territoires qui ne sont pas sous son autorité, lorsqu'il y a une construction illégale, c'est non seulement du droit, mais du devoir de la municipalité de Jérusalem de faire appliquer
le droit. Maintenant, encore une fois, sur la rénovation des écoles... Ça fait des années qu'ils attendent le droit et cependant, ils n'ont pas recours à l'éducation. Ça ne revient pas de l'autorité palestinienne qui n'est pas souveraine à Jérusalem. Et par conséquent, la ville de Jérusalem, elle, construit et investit dans de nombreux quartiers de tout Jérusalem, aussi bien à l'est qu'à l'ouest. Le cas de Chouafat reste effectivement un problème. Pourquoi un problème à l'État israélien? Pourquoi ça reste un problème? Parce que ce sont des Palestiniens? Il y a sur la question de Jérusalem, comme vous le savez, un conflit entre Israël et l'autorité palestinienne sur la question de la souveraineté. Et lorsque vous parlez de la muraille... Il n'y a pas de conflit. En fait, ce sont des violations du droit international par Israël. En fait, il s'agit de territoires occupés qui a été annexé en 1967. Et avant 67, ils étaient occupés ou pas? Amir Badran, avant 67, ces territoires étaient occupés ou pas? Ces territoires étaient un territoire palestinien. C'était un territoire qui était contrôlé par la Jordanie. Souveraineté jordanienne. Exactement. D'ailleurs, le camp a été établi par le roi de Jordanie en 1967. Et avant souveraineté jordanienne, c'était sous la souveraineté de qui? Avant la souveraineté, Amir Badran, les faits. La souveraineté jordanienne, avant la souveraineté jordanienne, c'était sous la souveraineté de qui? Vous avez beau parler des Jordaniens, vous avez beau parler des Israéliens, on est en train de discuter des vies des Palestiniens. Vous ne voulez pas les voir, ils y existent. Je ne dis pas que je ne veux pas les voir. Vous parlez de territoires occupés. C'était contrôlé par la Jordanie. De plus de 40 000 personnes réfugiées dans ces camps. Vous êtes vous-même avocat, Amir Badran, soyez précis sur les termes juridiques. Je suis précis. Il n'y avait pas de souverain légal et reconnu puisque la Jordanie a pris contrôle de ce territoire qui était précédemment sous le contrôle et la souveraineté de la Grande-Bretagne. Il n'y a jamais eu d'État palestinien dans le passé, ça n'a jamais été un territoire palestinien non plus. Alors là, ça n'a jamais été un État palestinien dans le passé, c'était un territoire contrôlé par la Jordanie. Par conséquent, ce territoire, légalement, n'est pas un territoire occupé. Il y a un conflit, un désaccord entre Israël et l'autorité palestinienne, mais présenter ça comme un territoire qui aurait été souverain, mais comment vous expliquez que tous les pays du monde n'acceptent pas d'avoir une seule ambassade à Jérusalem, justement à cause de ces violations de droit international, en disant voilà, ce n'est pas un territoire israélien, c'est un territoire palestinien. Vous n'avez pas à mettre en place là-bas parce que si un État européen ou américain ou peu importe mettra une ambassade là-bas, ça serait comme si c'était la légitimité pour l'État d'Israël. Et là, vous savez, depuis la naissance de l'État d'Israël, ça n'existe pas. Non, mais vous avez tort. La plupart des pays du monde avaient leurs ambassades à Jérusalem avant 1981. C'est parce que Israël a fait passer sa loi de 1981 sur Jérusalem, capitale éternelle. C'est pour ça que la plupart des pays ont fait passer leur ambassade à Tel Aviv. Mais avant, les ambassades étaient à Jérusalem. Je vous rappelle par ailleurs que sur le statut de Jérusalem... Donc en fait, tous les États, ils n'ont rien compris. C'est juste à cause de la loi israélienne. C'est pour ça qu'ils ont tous enlevé leur ambassade. Je vous dis simplement que d'après le plan de partage de l'ONU de 1947, Jérusalem devait devenir un corpus separatum, une ville internationale. Cela n'a jamais été le cas. De facto, elle a été divisée entre Israël et la Jordanie. Et la Jordanie, revoyez vos faits historiques, c'était la Jordanie qui contrôlait ce territoire qui était sans souverain. Il n'y avait pas de Palestine, vous inventez des faits qui n'existent pas. Jérusalem était divisé entre Israël et la Jordanie. Aujourd'hui, Jérusalem est réunifiée. Que le monde, de facto, le monde envoie ses lettres de créance. Elle n'est pas réunifiée, elle est annexée. C'est comme ça que le droit international... Mais le droit international ne reconnaît pas Jérusalem-Ouest. Le droit international parle de Jérusalem-Est comme étant un territoire occupé, mais pas du tout. À l'État d'Israël, mais vous vous trompez. Mais c'est faux, vous mentez. Jérusalem-Ouest n'est pas reconnu par la communauté. Je pense que vous devrez être poli parce que la communauté internationale ne reconnaît pas non plus la souveraineté d'Israël sur Jérusalem-Ouest. Donc c'est là que vous vous trompez, parce que le statut... Il y a le monde entier apparemment qui se trompe. Il n'y a que vos idées à vous qui sont vraies. Mais c'est vous qui vous trompez, parce que le monde, c'est qui le monde? Je vous dis qu'aucune ambassade... C'est rien du tout par rapport à ce que vous pensez. Le monde, ça n'a rien à voir. Aucun pays aujourd'hui ne reconnaît la souveraineté d'Israël sur Jérusalem-Ouest. Juridiquement, factuellement, la scène internationale, c'est n'importe quoi. L'ONU non plus, les résolutions de l'ONU, ça n'a rien à voir, ça ne vous intéresse pas. Ne dites pas des choses que je n'ai pas dites. Je dis que juridiquement, il n'y a aucune différence entre le statut de Jérusalem-Ouest et de Jérusalem-Est. Par conséquent, Israël, de la même manière qu'Israël a conquis Jérusalem-Ouest en 1948, a conquis Jérusalem-Est en 1967, il n'y a aucune différence juridique entre les deux parties de la ville et le monde. Donc on est d'accord qu'ils sont occupés. Non, moi je ne suis pas d'accord. Et je vous dis que le monde ne reconnaît pas non plus la souveraineté d'Israël sur Jérusalem-Ouest. Et le statut des deux parties de la ville est identique en termes de droit international. Bon, on va quitter le domaine des réfugiés là, puisqu'on est parti sur Jérusalem et on ne va pas régler ça ce soir. Merci Emmanuel Navon, merci Amir Badran. Justement, Jérusalem, il y a parfois des initiatives qui tentent de rapprocher les deux populations, juives et arabes, grâce au sport. Exemple avec ce tournoi de football qui réunissait des enfants de plusieurs quartiers de la ville. Reportage Maël Benoliel.
Ils viennent d'horizons complètement différents mais partagent la même passion, celle du ballon rond. Le football, une manière de rassembler ces jeunes pousses âgés de 10 à 12 ans, qu'ils soient garçons ou filles, le temps d'un tournoi interquartier de Jérusalem. Il y a ici des équipes avec des enfants juifs religieux, d'autres avec des non-pratiquants. Il y a aussi des équipes arabes des quartiers Est. Et il y a aussi des enfants de demandeurs d'asile, d'autres de la communauté éthiopienne et russe. Des enfants de toutes les origines, à l'image de la mixité qui règne à Jérusalem. Organisé par le club populaire de l'Hapoel Katamon, ce tournoi offre une opportunité rare. Celle de réunir notamment enfants juifs et arabes dans un environnement pacifique. Ici, en plein match, l'équipe d'Abou Tor de Jérusalem-Est contre celle de Givat Ronen, située à l'ouest de la ville. Selon moi, c'est un très bon projet, c'est sérieux. Oh là, j'espère juste qu'on ne va pas se prendre de but. Oh non, ils ont marqué. Oui, on vient de marquer et c'est bien. Givat Gonen, c'est une bonne équipe avec de bons joueurs. Comme on dit ici, le football, c'est un langage universel. Pas besoin de savoir parler arabe, hébreu ou anglais, ni français. Tout le monde parle football ici. Un partout, score final, on se serre la main, ce qui n'a pas été le cas lors du dernier tournoi. C'est pas grave, c'est comme ça, on gagne pas à tous les coups. Du moment qu'on s'amuse, c'est le plus important. Ouais, mais la dernière fois, on n'a pas été correct. Nous avons gagné, mais nous ne leur avons pas serré la main après le match. Et ça a créé une confrontation juif contre arabe. Du coup, après ça, on leur a proposé de jouer un autre match et on s'est excusé. Et on leur a donné notre trophée, on leur a serré la main. Le foot est un jeu, tu gagnes ou tu perds. C'est un super jeu où on doit marquer plus de buts que l'autre. Mais à la fin, on est tous copains. Ce tournoi, c'est une bulle où l'on joue et parle football. La violence, le racisme, la foi restent à l'extérieur du stade. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour que sur le terrain, nous soyons tous égaux et la plupart du temps, cela fonctionne bien. Le football, langage universel pour tous ces jeunes, qu'ils viennent des quartiers Est ou Ouest de Jérusalem. Ici, l'important, au-delà de participer, est ailleurs, apprendre à se connaître pour que demain, tout le monde soit gagnant. La mortalité routière a encore augmenté en France au mois de mai par rapport à l'an passé, plus 1,9%, soit 265 tués sur les routes pour le seul mois de mai. Et c'est le 4e mois de hausse consécutif. La France qui a donc décidé de durcir son arsenal répressif. Julien Baloul, bonsoir. Bonsoir. Et une nouveauté, à partir du 1er juillet prochain, il ne sera plus possible de conduire avec la fameuse oreillette. Oui, absolument. Le contexte, c'est celui que vous venez d'indiquer, à savoir la hausse du nombre de tués sur les routes. Si on prend l'ensemble de l'année 2015, vous avez cité, je crois, le mois de mai à l'instant, mais si on prend l'ensemble de l'année 2015, l'augmentation, elle est de 2,3%, donc encore plus importante que le seul mois de 2015, le seul mois de mai, pardon. Ça concerne tout de même 29 personnes tuées supplémentaires sur les routes. Donc, en janvier, le ministre de l'Intérieur avait annoncé des mesures fortes contre cette hausse du nombre de tués. Et parmi ces mesures, la mesure numéro 22, qui est déjà bien célèbre, c'est cette interdiction du kit main libre, de l'oreillette, pour tous les chauffeurs, tous les conducteurs, donc pas uniquement la voiture, également pour les cyclistes, également pour ceux qui conduisent des autocars, également pour ceux qui conduisent des camions. On va regarder quelques faits qui concernent les dégâts du kit main libre au volant pour comprendre pourquoi est-ce que le gouvernement s'y attaque. Un accident corporel sur 10 est lié à l'utilisation du téléphone. Rédiger un SMS multiplie le risque d'accident par 23. 30% d'informations, c'est là que ça devient intéressant, en moins sont enregistrées par le cerveau lors de l'utilisation d'un kit main libre. Et l'activité oculaire, c'est-à-dire les yeux, est réduite de 50% à cause du kit main libre. Donc on comprend pourquoi le kit main libre était dans le viseur du gouvernement. Alors ça comprend kit main libre, mais pas les fameux Bluetooth qui... Oui, voilà. Si le Bluetooth est connecté directement à la voiture, donc pas directement dans l'oreille, là c'est possible. Et comment on convainc les gens de coopérer, forcément, Jean-Charles? Avec des sanctions. Avec des sanctions, forcément, ça ne marche que comme ça. Très lourde. 135 € d'amende, c'est pas rien. Et 3 points qui peuvent être retirés du permis de conduire. Notez qu'il y a une autre
mesure pour les jeunes conducteurs. Le taux d'alcool permis dans le sang sera réduit de 0,5 g par litre à 0,2. Autrement dit, cette fois, boire ou conduire, il faudra vraiment choisir. Bon, et dans le reste de l'Europe, ça se passe comment? Dans le reste de l'Europe, il n'y a que l'Espagne en fait, qui a interdit le kit main libre, l'Espagne et la France. Dans le reste de l'Europe, le kit main libre est encore autorisé. Et en Suède, il n'y a même pas de loi sur le portable au volant. Ah ben voilà, il y a peut-être moins d'accidents. Merci Julien Baloul. Je vous en prie. Et si le Nutella était à l'origine d'une brouille diplomatique entre la France et l'Italie, la célèbre pâte à tartiner a en effet été ciblée cette semaine par la ministre de l'Environnement Ségolène Royal pour l'usage abusif d'huile de palme et la déforestation que cela entraîne. L'Italie n'a pas apprécié du tout. Ariane Ménage. La guerre de Ségolène Royal contre le Nutella s'est finalement terminée par une défaite. Lundi, la ministre de l'écologie appelait à boycotter la fameuse pâte à tartiner. C'est de l'huile de palme qui a remplacé les arbres. Ce sont des dégâts considérables, avait-elle déclaré. La consommation d'huile de palme a en effet été multipliée par 4 depuis les années 90. Pour assurer sa production, des milliers d'hectares de forêts ont été détruits, notamment en Malaisie et en Indonésie, les principaux pays producteurs. Je pense que ce n'est pas bon car il y a de l'huile de palme dedans. Mais quand on est jeune, on ne réalise pas, on s'en moque et on en mange quand même. Pour moi, si quelque chose n'est pas sain, on devrait l'éviter. Les Français ont raison. S'il y a des équivalents, peut-être que j'achèterais une marque équivalente mais différente et qui cause moins de dégâts sur l'environnement. La ministre de l'écologie s'est pourtant attiré la colère de l'Italie, où l'entreprise Ferrero est une véritable fierté nationale. Juste après la déclaration de Madame Royal, la femme de Matteo Renzi s'est rendue avec sa fille dans un bar à Nutella suivi par un nombre impressionnant de journalistes. L'homologue de Ségolène Royal a quant à lui dénoncé un dérapage vilain et grave de la France sur l'excellence italienne. Une polémique qui a pris tant d'ampleur que Madame Royal s'est sentie obligée de s'excuser sur son compte Twitter. 1000 excuses pour la polémique du Nutella, d'accord pour mettre en valeur les progrès. Ferrero a affirmé être clairement conscient des enjeux environnementaux. L'entreprise rappelle avoir adopté depuis 2 ans une charte pour une huile de palme durable qui permettrait de limiter la déforestation. On va se retrouver dans un instant pour la suite du Grand Direct. D'abord les infos avec David Klezewski. À tout à l'heure. Le retour du Grand Direct donc, et puis cette image tout d'abord qui n'est pas passée inaperçue aujourd'hui lors des commémorations de l'appel du 18 juin 1940 lancé par le général de Gaulle. François Hollande présidait une cérémonie au Mont Valérien et parmi les familles de résistants présents, la comédienne Julie Gaillet, petite fille d'un compagnon de la Libération, a précisé l'Élysée. Julia Ganancien. Première apparition de Julie Gaillet lors d'un déplacement présidentiel. Vêtue de noir, la compagne de François Hollande s'est rendue sur le Mont Valérien à l'occasion de la commémoration du 75e anniversaire de l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Alors que François Hollande a écouté devant la Croix de Lorraine une lecture de l'appel du général de Gaulle, puis le chant des partisans, l'actrice est restée en retrait derrière les anciens résistants. Officiellement, elle était présente en tant que petite fille d'Alain Gaillet, compagnon de la Libération. C'est en tout cas ce qu'a précisé l'entourage du chef de l'État. Ses conseillers assurent même qu'ils n'étaient pas au courant que l'actrice serait présente ce matin. Faut-il alors voir dans cette apparition un début d'officialisation de leur relation? C'est en tout cas une preuve de plus que la présence de Julie Gaillet dans la vie du chef de l'État est quelque chose de normal. S'ils ne se sont pas croisés lors de cette cérémonie, François Hollande et Julie Gaillet franchissent bel et bien un premier pas. Pour les spécialistes en communication, la mise en avant de Julie Gaillet pourrait indiquer que l'Élysée n'a pas envie de jouer la carte d'un président solitaire en 2017. Le salon du Bourget, lui, se poursuit et ouvrira au public pour son dernier week-end, comme le veut la tradition. Mais pour les professionnels, eh bien, l'heure est déjà au bilan commercial. Et Boeing semble avoir pris cette année un léger avantage sur Airbus en termes de contrats signés. Ariane Ménage. L'heure du bilan de cette édition 2015 a sonné pour les grandes compagnies aériennes. Le nombre de commandes et les intentions d'achat. Comme lors de chaque édition, le salon est rythmé par la bataille entre l'avionneur américain Boeing et l'européen Airbus. Dès l'ouverture du salon lundi dernier, le match a démarré sur les chapeaux de roue. Les deux géants livrent une guerre de communication. À qui signera le plus de contrats? Performance, impact environnemental,
Tout est passé au crible et chacun vante ses appareils. On livrera en tout cette année entre 750 à 755 appareils. Ce sera un autre record. Le fuel constitue encore un gros budget pour les compagnies aériennes. Lorsque nous avons terminé le programme 787, le baril de pétrole était à 40 €. Alors à 60 $ le baril, l'appareil est encore bon en termes d'efficacité. Pour le moment, Boeing a annoncé un bilan de 145 commandes fermes d'appareils pour un total de 18,6 milliards de dollars. Il surclasse ainsi son rival qui a annoncé un bilan de 16,3 milliards de dollars pour 124 appareils. Mais en termes d'intention d'achat, l'Européen l'emporte. La rivalité entre les deux avionneurs persiste, même pendant les conférences de prévision de marché sur les 20 prochaines années. La 350 remplacera des avions comme les Boeing 777 et 767, ainsi que certains de nos anciens A340. Cela veut dire qu'avec le temps, nous aurons plus de 100 clients pour notre A350. Nous en vendrons des milliers. C'est un avion dont tout le monde a besoin. Il a une grande portée, il a le confort et une grande efficacité en termes de consommation. Certes loin derrière Airbus et Boeing, la compagnie Embraer a également fait parler d'elle. L'avionneur brésilien enregistre 50 commandes d'appareils et se classe à la 3e place du secteur. Et l'avion, c'est justement le mode de transport utilisé en général par les Juifs de France qui viennent s'installer en Israël. Et selon les premiers chiffres donnés par l'agent juif pour cette année, eh bien, cette immigration venue de France est en baisse, alors qu'on annonçait sans doute une forte hausse, surtout après les événements du mois de janvier en France. Qu'en est-il exactement? On reçoit ce soir Benjamin Lashkar. Bonsoir. Bonsoir. Vous publiez justement un livre qui sort ces jours-ci, qui s'intitule « Pourquoi les Juifs quittent la France ?» On va voir la couverture à l'image. C'est un livre qui sera donc disponible très prochainement en librairie, qui est dès à présent d'ailleurs disponible sur Internet. On verra également le site Internet dans un instant. Alors, d'abord, je voudrais votre réaction, puisque vous avez travaillé sur le sujet. Ça paraît étonnant de se dire que sur les premiers mois de l'année 2015, justement, cette immigration venue de France, cette immigration juive connaît une baisse. Ça a une explication ou pas? Il y a une petite explication, un épiphénomène qui a eu en début 2014 à cause d'une panique d'un certain nombre de gens qui avaient des comptes en banque en Israël, des comptes en banque étrangers. Et ils ont fait une alia, ce qu'on appelle fiscale, entre guillemets, où ils sont venus en Israël pour ouvrir ensuite un compte israélien, mais ce n'était pas des vrais olim exactement. C'était donc un petit nombre de personnes, mais c'est vrai que ça explique cette baisse. Mais si on regarde finalement les phénomènes qui ont conduit à cette immigration à s'accélérer ces dernières années, notamment l'année dernière, c'est lié à des événements tragiques. Il y a eu des attentats de Toulouse notamment. Et là, il s'est passé des choses très graves en janvier. On aurait pu imaginer justement qu'il y ait un phénomène massif d'émigration de France. Ce n'est pas le cas pour l'instant en tout cas. La réaction, c'est 2 ans. L'émigration de 2014, c'est la réaction de Toulouse. Les événements de janvier, on verra les effets en 2016, 2017. Mais déjà cette année, les prévisions sont une hausse d'environ 25%. J'ai parlé avec un directeur de l'agence juive il y a encore 2 jours. On part entre 8 000 et 10 000 personnes cette année qui vont faire leur alia. C'est énorme. Alors votre livre, justement, c'est d'expliquer pourquoi il y a ce phénomène d'immigration. Est-ce qu'on peut tout relier, est-ce que c'est votre cas d'ailleurs, à ce qui s'est passé, à ces événements terroristes? Est-ce que c'est ça le facteur déclencheur? Non, c'est un facteur qui a amplifié. Il y a d'autres facteurs qui ont aussi amplifié, comme la crise économique, comme la pression fiscale, le matraquage fiscal. Mais à mon avis, le phénomène est beaucoup plus profond. En fait, mon livre est une analyse qui remonte loin en arrière, dans la sociologie de la communauté juive, son histoire, ses tendances politiques, ses origines. Et ce que j'essaye de montrer, c'est que d'abord, il y a déjà 150 000 Français en Israël et peut-être 200 000 Juifs français en tout dans le monde qui ne vivent plus en France. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui près de plus d'un quart des Juifs français ne vivent pas en France. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond. À mon avis, pour une grande partie de la communauté qui est d'origine séfarade, c'est ce qu'on peut appeler une espèce de sentiment de culpabilité par rapport au sionisme. C'est-à-dire que dans les années 50-60, environ les 3/4 des Juifs d'Afrique du Nord, par exemple, sont partis en Israël. Et il y en a 20-25% qui sont partis en France. Et ces gens-là, de façon consciente ou inconsciente, ont développé un sentiment de culpabilité. Après 2000 ans, l'État d'Israël renaît, les Juifs retournent sur leur terre, et eux, ils partent en France. Et beaucoup de gens se disaient, savaient qu'un jour, on ira vivre en Israël, la place des Juifs est en Israël, mais en même temps, ils restaient en France. Et ils attendaient peut-être quelque chose qui les fasse partir comme une espèce de coup de pied au derrière. Et c'est ce qui se passe en ce moment, en fait. C'est un peu plus une excuse pour partir que la vraie cause. Alors pourtant, il y a une tradition quand même bien ancrée de présence des Juifs dans la République. Ça remonte à Napoléon. Il y a toujours eu un attachement quand même de cette communauté juive de France à la République. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce lien
est en train de se détendre au point que, eh bien, il quitte le pays. D'abord, il y a des Juifs depuis 2000 ans en France. Et je pense qu'il y aura toujours des Juifs en France. Je ne dis pas que tous les Juifs vont partir, je dis qu'une grande partie des Juifs vont partir. Il restera toujours une importante communauté. Maintenant, la République aussi, elle change. Il y a l'identité française en train de se déliter. Il y a ce qu'on appelle tout le communautarisme. Il y a d'un autre côté une espèce de réaction laïciste un peu extrême qui fait que même toute expression du phénomène religieux ou d'identité un peu différente est mal vue en France. Quand j'étais jeune, on pouvait encore assez facilement, quand on était étudiant, s'absenter le Shabbat pour des examens. Aujourd'hui, c'est très mal vu. Et donc, il y a tout un délitement identitaire qui fait que la France elle-même ne sait plus quelle identité elle a, qui elle est. Et la République a un avenir qui est un peu incertain. Je pense que tous les Français s'interrogent sur l'avenir de leur pays. Mais on a vu quand même cette année des prises de position très claires qui ont été saluées d'ailleurs à la fois par des membres de la communauté juive, mais aussi des membres de l'opposition, du gouvernement, de Manuel Valls, de François Hollande, pour rappeler que la place des Juifs français était en France et pas en Israël, par exemple. Ça, est-ce que ça joue ou pas? Est-ce que c'est un facteur, justement, qui peut retenir certains? Peut-être sur le très court terme, mais je ne pense pas. Je pense que les Juifs attendent... C'est un peu une espèce de réveil, de sonnerie, d'alarme. Je crois que c'est un travail de terrain. J'étais pendant 2 ans en France pour le compte d'une grande institution nationale israélienne. J'ai rencontré des centaines, des milliers de personnes. Et c'était avant les événements de janvier. Et tout le monde me disait, on n'a pas d'avenir dans ce pays, nos enfants ne grandiront pas ici, nos petits-enfants ne grandiront pas ici, nous-mêmes, on ne va pas continuer à vivre ici. Et parce qu'ils comprennent qu'il n'y a pas d'avenir pour les Juifs en France. Et je pense que je suis très heureux que le gouvernement français prenne ces mesures. Je pense que les Juifs ne sont pas persécutés en France. Il n'y a pas c'est pas les années 30, contrairement à ce que certaines personnes disent. On peut encore vivre comme Juif en France très bien, mais tout le monde comprend qu'il n'y a pas vraiment d'avenir pour pourquoi, la masse. Justement, pourquoi d'un coup, s'il y a effectivement ce réveil du sentiment sioniste, ça on l'a compris, mais qu'est-ce qui fait que les Juifs français se disent tout d'un coup, on n'a plus d'avenir dans ce pays? Il y a une cristallisation de plusieurs phénomènes. Donc il y a ce sentiment sioniste qui n'est jamais parti. Il y a les phénomènes économiques. On est aujourd'hui dans une crise économique qui dure depuis 6 ans en Europe. Il y a 6 ans de stagnation totale du niveau de vie en France. Et pendant ce temps-là, en Israël, le niveau de vie a augmenté de 30%. C'est un des phénomènes aussi qui est le plus intéressant. L'écart de niveau de vie entre Israël et la France joue beaucoup aussi. À mesure que l'écart se resserre, et aujourd'hui il n'y a plus vraiment d'écart, l'aliyah augmente. Et on voit que il y a un lien en fait, c'est pas seulement pour la France, pour tous les pays. Plus l'écart de niveau de vie est bas et plus l'aliyah augmente de ces mêmes pays. C'est pour ça aussi que l'aliyah américaine est très basse et restera basse tant que l'écart sera important. Il y a d'autres phénomènes dans l'aliyah américaine. J'en parle un peu dans mon livre d'ailleurs. L'identité juive américaine est très très différente parce que pour eux, les États-Unis sont un peu comme une espèce d'Israël aussi, une autre terre promise. Cet après-midi encore, j'ai une grande discussion avec un professeur américain du plus haut niveau, qui était un conseiller de Condoleezza Rice, et il nous expliquait qu'il y a seulement 2 pays où les Juifs ont été dès l'origine des citoyens, c'est les États-Unis et Israël. Les Juifs en France, en Allemagne, partout, ils ont été émancipés. Mais il y a 2 pays où les Juifs ont été dès l'origine, par définition citoyens, c'est les États-Unis et Israël. Et c'est pour ça que... Donc il n'y aura jamais le phénomène qu'on enregistre en Europe ou en Russie, en Ukraine aujourd'hui, des migrations semblables aux États-Unis, ça ne se produira jamais. Ça va augmenter probablement dans le futur, surtout avec l'augmentation de la population orthodoxe et avec le resserrement, j'espère, du niveau de vie. Mais il n'y aura jamais une disparition massive de la communauté juive vers Israël. Quand vous analysez justement les raisons de ce départ, c'est un départ qui est massivement vers Israël ou pas seulement? Est-ce qu'il y a des Juifs français qui partent vers d'autres horizons? Oui, je ne parle pas que d'Israël dans mon livre. Pour ce qu'on peut voir, la majorité part pour Israël, mais il y a aussi de plus en plus de départs pour le Canada. Il y a des gens qui partent en Angleterre, et même des communautés en Suisse, en Belgique et aux États-Unis. Ce n'est pas toujours exactement les mêmes profils. Ceux qui partent, notamment pour les États-Unis ou pour l'Angleterre, ont un profil économique un peu plus élevé. Beaucoup sont des professions financières, par exemple, en Angleterre. Vers Miami, c'est beaucoup de gens de ce qu'on appelle du sentier qu'on trouve là-bas. Mais globalement, il y a une augmentation vers ces pays. On n'a pas de chiffres précis parce que, évidemment, par exemple, le Canada ne dit pas il y a tant de Juifs sont arrivés de France, il dit tant de Français sont arrivés. Mais on peut voir que la majorité, et on a plusieurs études et beaucoup de chiffres dans mon livre, montrent que la majorité des gens partent pour Israël. Cette année, l'agent juif prévoit quand même un chiffre supérieur par rapport à celui de l'an passé, venu de France, qui était déjà un record. Prévoit aux alentours de 9000 personnes. Ouais. Et ça, c'est quoi? C'est la continuation toujours du phénomène Toulouse, amplifié peut-être par ce qui s'est passé cette année?
Dans les chiffres de cette année, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui partent à cause de ce qui s'est passé en janvier, parce qu'une alia, ça se prépare quand même longtemps à l'avance, peut-être un peu. Et il y a le phénomène Toulouse, mais aussi 15 ans d'expérience derrière, 15 ans d'antisémitisme, 15 ans de synagogues brûlées, 15 ans d'affaires Halimi, etc., de choses qui sont passées, 15 ans aussi de retour à la religion dans la communauté juive. Il y a quand même, par rapport à la communauté que j'ai connue, moi, en partant, quand je suis parti il y a 20 ans, la communauté juive d'aujourd'hui est beaucoup plus pratiquante, beaucoup plus religieuse que ce qu'elle était, et c'est aussi un des facteurs qui explique C'est-à-dire l'impossibilité de pratiquer librement, entre guillemets, sa religion. Il y a des gens, je connais des gens qui partent pour ça, le fait des étudiants qui sont religieux et qui peuvent pas continuer à être à l'université, qui ne peuvent pas continuer à pratiquer le judaïsme parce qu'il y a des examens de Shabbat, parce que pour toutes sortes de raisons, et qui partent en Israël. Il y en a des gens. La laïcité fait pas fuir les gens, mais ça peut pour certaines personnes créer un problème. Oui. Est-ce qu'il y a la peur de l'islam, est-ce qu'elle est présente dans les raisons de ce départ? Parce qu'il faut pour dire les choses comme elles sont, oui, clairement, la montée de l'islam en France, la montée d'une communauté minoritaire parmi les musulmans, mais assez militante et assez clairement antisémite. Évidemment, c'est le facteur qui fait le plus craindre pour l'avenir des Juifs en France. Donc ce n'est pas l'extrême droite, comme ça pouvait être à une époque, qui aurait pu pousser des gens à partir, la montée de l'extrême droite, ce n'est pas le cas dans la communauté juive française, c'est plutôt la peur de l'islam qui serait un facteur dominant aussi? C'est dominant, on ne peut pas dire que les Juifs de France apprécient beaucoup l'extrême droite, mais ce n'est pas l'extrême droite qui assassine des Juifs, ce n'est pas l'extrême droite qui brûle des synagogues, c'est la frange militante extrême de la communauté musulmane. La conclusion de votre livre, c'est quoi? C'est qu'il va rester, vous le dites, des Juifs en France, ils ne vont pas tous partir, parce que c'est la plus grosse communauté d'Europe. Je parle pas seulement en France, il va rester... les communautés juives d'Europe vont disparaître en tant que communauté. Il va rester des Juifs en France, mais il ne va plus y avoir de communauté juive en France. Ouais, ça, c'est une prévision à quel terme à peu près? 10-20 ans. Ouais. Donc pour vous, il n'y aura plus de communauté importante? Il restera, comme des fois on va dans certains pays, et puis il y a une petite synagogue, il y a une petite organisation, mais la grande communauté juive telle qu'elle est aujourd'hui, d'ailleurs on le voit aujourd'hui, dans les écoles juives, il y a une baisse massive du nombre d'enfants inscrits. Là, dans les 2 prochaines années, c'est le nombre de donateurs qui s'effondre, c'est les enfants dans les écoles, c'est les gens dans les synagogues, c'est un vrai problème pour la communauté qui est en train de subir une énorme crise. Merci Benjamin Lashkar. Je vais remontrer l'image, donc votre livre qui sort ces jours-ci, Pourquoi les Juifs quittent la France, édition Valensin, et donc vous voyez s'afficher à l'écran d'ailleurs le site internet sur lequel il est déjà disponible. Merci d'être venu en parler sur i24 News. On va se quitter avec des images de football, car c'est un événement, la première défaite du Brésil. C'était en Copa América la nuit dernière face à la Colombie, première défaite depuis sa Coupe du Monde ratée de l'an dernier. Vous voyez le but à l'écran, inscrit par le Colombien Murillo sur une nouvelle erreur défensive. On avait vu David Luiz la dernière fois, et bien c'est un autre Parisien, Thiago Silva, qui était aligné, et donc le Brésil qui va s'incliner. Et comme la soirée était décidément très mauvaise pour les Brésiliens, qui ont raté énormément d'occasions, ça s'est terminé aussi dans la confusion générale, puisqu'en toute fin de match, une bagarre générale a éclaté, et que Neymar, que vous avez vu ici rater cette occasion énorme face à Ospina, le gardien colombien, eh bien, Neymar a été expulsé pour s'être battu, ce qui signifie que le Brésil va sans doute devoir terminer la compétition sans son capitaine et meilleur joueur, Neymar, donc, qui a été expulsé, qui va être suspendu. Voilà, dans un instant, retour de l'info avec David Klezewski. Bonne soirée.